Bonjour à tous, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Il est intéressant de noter qu'en ce moment, presque en dehors de l'attention du public, le sort de la présidence est en train de se décider et il sera décidé avant le 4 juillet. Je vais expliquer maintenant. Notre point le plus sensible aujourd'hui, c'est le projet de loi financière qui est en réalité bloqué dans les deux chambres du Congrès. J'espère vraiment que Trump réussira à le débloquer de là. S'il n'est pas adopté, Trump ne pourra pas changer la vie de l'Amérique. Si cela se produit dans les deux chambres, avec le fait qu'on la porte à Trump pour signature après le 4 juillet, il y a donc une réelle possibilité que le peuple n'ait pas le temps de ressentir les changements avant la fin de l'année, ce qui signifie que la population du pays commencera à se désillusionner des programmes de Trump. Et des républicains, bien sûr. C'est pourquoi, de retour d'Arabie Saoudite, Trump a immédiatement commencé à négocier avec les législateurs qui font obstacle au principal projet de loi possible de son second mandat. Et rien n'influencera les élections du Congrès de 2020, si autant que l'adoption ou non de ce projet de loi. Et je pense que si cela ne passe ou S'il passe trop tard et que les démocrates parviennent à gagner le Congrès en 26, alors, en gros, cela signifie que les autres grandes affaires de Donald Trump ne pourront pas avoir lieu. Parce que tout le même cirque recommencera, à savoir destitution après destitution, des bêtises après des bêtises. Et maintenant, ils ne se battent qu'avec l'aide des juges, mais plus tard, ils auront beaucoup plus d'outils à leur disposition. Si. Bon, passons au sujet suivant. Depuis 2021, lorsque Biden est entré à la Maison-Blanche, la majorité des Américains pensaient que la vie serait moins prospère, moins sûre et moins stable économiquement qu'auparavant. Jamais l'indice de confiance en l'avenir n'a atteint la barre de la moitié. Ce qui, on peut le dire, s'est produit pour la première fois après une si longue période. Le 19 mai 2025, le lundi 19 mai, les résultats des sondages. Cet institut de sondage a publié les résultats suivants. Aujourd'hui, l'économie et les électeurs de MAGA ont reçu une nouvelle incroyable. Pour la première fois depuis juillet 2021, la majorité des Américains considèrent l'économie comme forte, selon les nouvelles données du sondage Harvard-Harris. C'est énorme. C'est à peu près à l'époque où Biden a raté le retrait des troupes d'Afghanistan. Voilà combien de temps s'est écoulé depuis que la majorité des Américains ont ressenti que l'Amérique allait bien sur le plan économique. Compte tenu de cela, lorsque le président Trump termine ses 100 premiers jours au pouvoir, les Américains à travers tout le pays expriment de l'espoir pour son programme. Dans un récent sondage, des personnes de tous les milieux, familles, travailleurs, retraités, ont déclaré que leur principal souhait pour le président Trump était de faire face à la hausse du coût de la vie. C'est ce que dit Steven Gardner, journaliste avec 2 millions d'abonnés. Je recommande ses podcasts fréquents. Je pense qu'il en fait au moins 3, voire 4 fois par semaine. Il est toujours très précis et s'appuie sur des faits. Souvenez-vous des premiers jours de Doge. Vous vous souvenez bien au tout début de Doge. Elon Musk a annoncé qu'ils avaient découvert quelque chose comme 4 millions de cartes de crédit gouvernementales sur lesquelles les fonctionnaires fédéraux pouvaient dépenser jusqu'à 10 000 $ par carte. Voici donc un nouveau rapport qui montre à quoi ils ont dépensé cet argent. L'inspecteur général du ministère de la Défense a découvert près de 8 000 transactions à risque effectuées avec des cartes de crédit gouvernementales qui ont été payées et remboursées aux frais des contribuables. Nous appelons la Cour des comptes à effectuer un audit complet de toutes les transactions à risque. Qu'est-ce que des paiements très risqués ? Cela signifie le casino Bordelli de Las Vegas, la participation aux paris mutuels et à tous les jeux en ligne.
Ils jouaient avec notre argent. S'ils gagnent, tu gagnes leur argent, mais s'ils perdent, c'est nous qui payons avec toi. Les démocrates résistent bec et ongle à cette enquête par tous les moyens possibles. Mais il semble qu'ils aient dépensé de l'argent pour des divertissements pour adultes, des jeux d'argent en ligne, des rencontres en ligne, de la marijuana, des systèmes pyramidaux, des salons de massage et des salons de massage thaïlandais. Je dirais simplement salon de massage, mais c'est exactement ainsi que c'est indiqué dans le rapport gouvernemental, salon de massage. C'est de la folie. C'est vrai. Je ne veux pas que mon argent soit dépensé de cette façon. Ce n'est pas pour ça que je paie des impôts. Ce n'est pas pour ça que j'ai voté. Alors je suis content qu'ils s'en soient enfin occupés, qu'ils y soient allés et qu'ils aient compris qu'il y a plein de gens bizarres dans le gouvernement américain. Là, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? D'étrange à la personne? Tu peux dépenser jusqu'à 10 000 $ par an pour n'importe quoi et personne ne va te contrôler, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce que des fonctionnaires aillent dans des salons de massage avec des services intimes? Comme on dit, n'importe qui l'aurait fait. Surtout si c'est un idiot d'oncle qui a voté pour le démocrate qui paye pour ça. Au fait, merci pour les likes et pour avoir recommandé la chaîne à vos amis. Hier, la chaîne a dépassé le cap du 250 000 d'abonnés, soit 250 000. Et j'ai commencé à m'occuper de la chaîne et à publier quotidiennement, enfin au moins 5 ou 6 vidéos par semaine. Et le 6 octobre 2024, à ce moment-là, j'avais 109 000 abonnés. Eh bien, regardez, en 7 mois, merci encore une fois, merci. Vos likes et vos commentaires augmentent le classement de la chaîne. La Russie a mené la plus grande attaque par drone depuis le début de la guerre. 273 drones et de fausses cibles ont été lancés près de Kiev, ainsi que dans le Donbass et la région de Donetsk. Les forces aériennes ukrainiennes ont abattu 88 drones et 128 autres ont été neutralisés en raison de l'action des moyens de guerre électroniques. À la suite de l'attaque, une femme de 28 ans a été tuée et de nombreuses autres personnes ont été blessées, y compris un enfant. La Russie augmente la production de drones, ce qui annule l'avantage technologique que l'Ukraine avait auparavant. Les parties sont convenues d'échanger 1 millier de soldats ukrainiens contre 1 millier de soldats russes. Les deux parties en sont convenues. Les deux parties ont convenu qu'elles échangeraient près d'1 millier de prisonniers à la fin de la guerre. Les services de renseignement ukrainiens ont maintenant averti que la Russie pourrait se préparer à tester des missiles balistiques intercontinentaux contre Kiev. C'est peut-être pour cette raison que le président Trump a exigé un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Voilà un nouveau détail pour moi. Il semble que Poutine essaie de pousser Trump à agir activement et lance des rumeurs et soi-disant des plans. De plus, l'Occident ne veut pas d'escalade militaire, estimant qu'une frappe de missiles balistiques sur Kiev obligerait l'OTAN à reconsidérer sérieusement sa participation à la riposte. Et que l'Europe et les États-Unis essaieront d'arrêter une telle action, une telle frappe de la Russie, même en pensant qu'il s'agit très probablement d'un bluff, ils essaieront quand même de l'arrêter. Sur le front de la Seconde Guerre, que nous essayons d'arrêter, les événements évoluent également assez rapidement. L'envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a parlé hier avec Breitbart précisément sur ce sujet et a exprimé l'opinion que sous l'administration du président Trump, tout un certain nombre de pays rejoindraient les accords d'Abraham. Et nous travaillons là-dessus. J'ai une équipe vraiment excellente. Nous collaborons extrêmement bien avec le département d'État, ce qui nous permet, si nécessaire, de faire appel à des talents de là-bas pour certaines de ces discussions que nous menons. Et je suis vraiment convaincu que dans les prochains mois, 4, 5, peut-être 6 pays rejoindront les accords de paix d'Abraham. Compris. Les pays qu'il a mentionnés incluent la Syrie, le Liban, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et potentiellement l'Arabie Saoudite. Le président Trump a finalement commenté la situation à Gaza. En fait, la fin de la guerre à Gaza est une condition préalable à l'élargissement des accords d'Abraham. Et Trump a dit que la direction de Gaza devait partir, c'est-à-dire que le Hamas devait partir. Witkoff, que les médias ukrainiens qualifient de bouc sans corne,
c'est-à-dire d'idiots, de maladroits, de tapis de Poutine, mène aussi des négociations au Moyen-Orient. Et apparemment, il implique la Syrie dans la reconnaissance d'Israël. La Syrie, mesdames et messieurs, qui refuse de reconnaître Israël depuis 76 et 1, envisage maintenant de signer un traité de paix, c'est-à-dire de reconnaître Israël de facto. Le Liban, qui aurait pu devenir un ami d'Israël, mais la Syrie l'en a empêché, et peut-être l'Arabie saoudite aussi d'ailleurs, même si je doute que cela signifie que l'Arabie saoudite soit la même qu'il y a tant d'années. Néanmoins, cela signifie que le Liban doit signer, l'Arabie saoudite aussi, si bien sûr on les persuade de le faire avant la résolution du problème de Gaza, des personnes déplacées, des camps et tout le reste. Je pense qu'il est fort probable qu'elle ne signera rien tant que ces questions ne seront pas résolues. Donc, des relations informelles existent depuis longtemps. Elles se développent, elles prospèrent en réalité. Et toutes les parties, tous les participants, tous ceux qui connaissent un peu la situation au Moyen-Orient, savent très bien que cela se passe déjà depuis longtemps. Mon administration partage l'espoir de tant de personnes dans cette région pour un avenir où le peuple palestinien vivra en sécurité et dans la dignité. Mais cela ne pourra pas arriver tant que les dirigeants de Gaza prennent plaisir à tenter et à tuer des innocents. Cela ne devrait pas être ainsi. J'apprécie beaucoup le rôle constructif que les dirigeants présents dans cette salle ont joué dans les efforts visant à mettre fin à ce terrible conflit, notamment en aidant à obtenir la libération de l'otage américain Eden Alexander. Hier était une journée cruciale et mémorable. On m'a dit juste avant de partir qu'ils allaient les libérer Eden. Nous pensions qu'Eden était mort. Il y a 3 semaines, on nous a dit qu'Eden n'était plus en vie. C'était une très très bonne nouvelle. Au final, tous les otages de toute nationalité doivent être libérés comme un pas vers la paix. Et je pense que cela va arriver. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements très positifs se produisent dans tous les domaines. Après avoir discuté de la situation en Syrie avec le prince héritier, votre prince héritier, ainsi qu'avec le président Erdogan de Turquie, qui m'a récemment appelé et, entre autres choses, a demandé quelque chose de très similaire. Et avec mes amis, des personnes que je respecte beaucoup, au Moyen-Orient, je prendrai la décision de lever les sanctions contre la Syrie afin de leur donner une chance de grandeur. Et maintenant, quelque chose qui, j'espère, fera plaisir à mes spectateurs avec qui je partage les espoirs et les craintes concernant la voie que suivent les États-Unis d'Amérique. Nous avons compris, vous et moi, où les politiciens, les médias, les bureaucrates et les étudiants et diplômés stupides des universités entraînaient le pays. Réjouissons-nous ensemble. La directrice Wendy McMahon a annoncé ce matin qu'elle quittait la chaîne de télévision. McMahon a déclaré « Il est clair que l'entreprise et moi avons des visions différentes pour l'avenir. Il est temps pour moi d'aller de l'avant et pour cette organisation d'avancer avec une nouvelle direction. » Cette décision a été prise le lendemain de la finale de la saison de l'émission 60 minutes, le programme phare de la chaîne de télévision. Cette émission est au cœur d'une 20 milliards de dollars déposés par Trump en raison de l'interview avec Kamala Harris l'automne dernier. La société mère mène des négociations pour un règlement à l'amiable du procès dans le contexte d'une possible acquisition. Donald Trump a, sans aucun doute, grandement perturbé les médias traditionnels. Honnêtement, ils ne seront plus jamais pris au sérieux, ni ne bénéficieront du même niveau de confiance qu'auparavant. Et cet effet, nous l'avons observé de manière significative après les élections de 2024, lorsque de nombreux licenciements et réductions ont eu lieu dans les médias traditionnels. Que ce soit Chuck Todd, Joy Reid, Jim Acosta, ce ne sont que quelques noms qui me viennent à l'esprit, ainsi que des licenciements massifs de personnel et tout ce qui s'ensuit. Mais pendant un certain temps, tout semblait calme, n'est-ce pas? Ce qui semblait être une simple réorganisation post-électorale s'est avéré être bien plus que cela, et les choses ne sont pas revenues à la normale comme prévu. La fuite des cadres dans les médias grand public se poursuit, et aujourd'hui, selon les dernières nouvelles, la directrice générale Wendy McMahon a soudainement annoncé sa démission.
Vous savez peut-être qu'elle a récemment été fortement critiquée pour son parti pris politique flagrant sur de nombreuses questions. Ce ne serait pas un si gros problème si ce n'était pas le fait qu'ils détiennent une licence de diffusion publique qu'ils violent manifestement. Nous en reparlerons plus tard, mais évidemment, le sujet principal actuel, c'est ce qui est contre. Actuellement, une action civile de 20 milliards de dollars a été déposée par Donald Trump, en lien avec l'interview dans l'émission 60 minutes avec Kamala Harris lors des élections de 2024. Je rappelle que l'émission 60 minutes a réalisé une interview avec Kamala à la veille des élections. On lui a posé des questions très simples, mais même à celle-ci, elle n'a pas pu répondre. Et elle a coupé, raccourci, donné à Kamala la possibilité de répondre à nouveau, ou elle a simplement remonté. En gros, ils ont tout fait pour que les gens ne remarquent non pas qu'elle est une idiote complètement givrée qui a fait sa carrière principalement dans le lit de personnes âgées importantes et influentes. Eh bien, et elle a été nommée vice-présidente puis candidate à la présidence simplement parce que Barack Obama est tombé sous son charme. Voici des exemples tirés de cette interview-là où l'on voit comment ils ont falsifié ses réponses. Le Premier ministre Netanyahou n'écoute pas. Le Premier ministre Netanyahou n'écoute pas. Eh bien, Bill, le travail que nous avons accompli a conduit à une série de mouvements dans cette région de la part d'Israël, qui ont été en grande partie provoqués ou sont devenus le résultat de nombreux facteurs, y compris notre position active concernant ce qui doit se passer dans cette région. C'est du charabia que Kamala a raconté et il est même difficile de comprendre ce qu'elle voulait dire. Et ça, c'est après avoir fait un montage. Mais il semble que le Premier ministre Netanyahou n'écoute pas. Nous n'avons pas l'intention d'arrêter de faire en sorte que la position des États-Unis sur la nécessité de mettre fin à cette guerre soit claire. Ils ont simplement tout changé comme ça. Eh bien, ce n'était pas la meilleure réponse, bien sûr, qu'ils ont obtenue. Mais pour elle, c'était tout simplement incroyable. Pour les personnes qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Il semble qu'elle ait répondu quelque chose là-bas, même sur le sujet. Il est courant pour les médias d'information de raccourcir ou de couper les réponses. C'est tout autre chose de littéralement prendre deux réponses différentes et de les échanger de place pour que Kamala Harris paraisse meilleure. Vous savez, vous regardez cela et vous comparez avec les nombreuses interviews que Donald Trump a données à l'émission 60 minutes au fil des ans et avec la façon dont il le traite. C'est précisément là que réside l'accusation principale, que, encore une fois, ils auraient peut-être pu éviter s'ils ne travaillaient pas sous licence de diffusion publique, ce qui les oblige à rester neutres et bien, à respecter certaines normes d'équité. Nous y reviendrons plus tard. Comment peut-on punir ? Le fait étant que toute organisation de réseau, qu'il s'agisse de télévision, de radio ou d'un tel réseau, selon les lois des États-Unis, là pour avoir la possibilité de retransmettre des émissions à travers tout le pays, les stations locales sont tenues de signer avec les autorités fédérales un accord sur l'intégrité de la diffusion. Et s'il s'avère que la diffusion n'est pas honnête, et là il n'y a même pas besoin d'être devin, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement malhonnête. Ce que vous avez vu ressemblait à un extrait de manuel. Maintenant, nous allons vous montrer à quoi ressemble une tromperie totale et sournoise, ainsi qu'une falsification. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral peut interdire aux stations locales d'utiliser des programmes, c'est-à-dire qu'elles n'auront nulle part où montrer ce qu'elles produisent. D'après mes souvenirs, ils possèdent 6 stations dans tout le pays. Il y en a en tout 60 ou 80, je ne suis pas certain du chiffre exact. Ce sont toutes celles avec lesquelles ils ont des contrats basés sur cette autorisation de licence. Trump a porté plainte au tribunal Trump comme Trump donc pour un montant de 20 milliards de dollars. Je vous montre le rapport, maintenant je devais vous montrer Vince Dao à propos de cette histoire, à propos du départ du président du réseau. Il ne s'agit même pas d'un départ, mais d'une éviction. Dans une note reçue par Mediaite, McMahon a reconnu le fait que, je cite, « les derniers mois n'ont pas été faciles ». C'est tout à fait vrai pour le dire poliment. Il est devenu clair que l'entreprise et moi avons des visions différentes sur la voie à suivre, dit-elle.
Il est temps pour moi d'aller de l'avant et pour cette organisation d'avancer avec une nouvelle direction. Et elle dit, eh bien, parce qu'on nous accuse, les gars, de sélectionner nos réponses et, vous savez, de faire des histoires absurdes à propos de... et tout ça. Oui, parce que c'est exactement ce que nous faisons. Et nos supérieurs disent donc qu'on devrait peut-être être plus objectif. Peut-être qu'il ne faut pas essayer de faire en sorte que dans votre interview, un côté paraisse bien et l'autre mal, étant donné que vous êtes censés être des journalistes neutres. D'ailleurs, c'est une partie de votre contrat avec. Je vous rappelle que nous avons une licence de diffusion publique. Peut-être qu'il ne faut pas le faire si souvent. Ils disent mais que c'est une violation de l'indépendance éditoriale. Eh bien, comme d'ailleurs les autres organisations de réseau, elle a effrontément violé le contrat de Hess pendant de nombreuses années. C'est l'Organisation fédérale de surveillance du remplacement. Et quand on a commencé à les attraper et à leur dire « Les gars, vous ne remplissez pas vos obligations », ils ont commencé à crier qu'on leur interdisait leur liberté de mentir. Classe, c'est vrai, nous sommes dans un pays libre et nous pouvons mentir autant que nous voulons, même si nous avons juré de ne pas tromper. Et nous, quand nous avons juré, nous avons menti, voilà tout, haha. Mais ce n'est qu'une autre organisation, j'en ai déjà parlé auparavant. Elle était dans la même situation, mais elle a gagné contre plusieurs journalistes. Et elle a payé Trump. Là-bas, le montant du procès y était beaucoup plus faible, environ 15 millions, et elle a aussi obtenu 1 million du présentateur qui avait diffamé Trump. Mais là-bas, le procès ne portait pas sur 21 milliards. Mesdames et messieurs, voici encore une histoire similaire qui vient de se produire, lorsque, à cause de mensonges et de calomnies, la présentatrice d'une émission a été renvoyée pour avoir diffamé le président. Donc, Tom Hall était une sorte d'ancienne Joyride. Voici d'ailleurs son adieu au public. C'est terriblement intéressant. Mon émission avait de la valeur et quoi, excusez-moi. Ce que j'ai fait avait de la valeur, avait de l'importance. Et à la fin, excusez-moi, j'essaye de ne pas pleurer à l'antenne. Et moi, je suis désolée, c'est comme si j'étais à l'antenne. Pourquoi était-ce important? Je vois Karen Emma ici et elle m'écrit aussi. Et donc, je veux juste dire qu'au final, merci. Ce à quoi j'en viens, c'est que ce moment de culpabilité que j'ai ressenti, c'est pourquoi j'ai soulevé tant de questions de façon si vive. Que ce soit des questions Black Lives Matter liées aux petits-enfants EM, ou la maman ou le papa qui ont été tués ou EM. Quand nous avons sensibilisé les gens au fait que les Américains d'origine asiatique sont aussi persécutés, pas seulement les personnes à la peau foncée, ou quand j'ai aussi défendu avec ferveur les immigrés qui n'ont rien fait d'autre que de venir dans ce pays, comme l'ont fait mes parents, essayer de construire une vie ici, et je les ai défendus. Monsieur, ou quand nous parlions de ce que fait le président, ce qui sape la Constitution, monsieur, ce qui porte atteinte à notre liberté, vous savez, en défendant des livres que certaines personnes trouvent dérangeants, vous savez, dans ce que Nicole Hannah Jones a insufflé dans nos âmes, que devons-nous comprendre de l'année 1619 comme véritable fondement de ce pays? Que ce soit une discussion sur l'un de ces sujets, et oui, que ce soit une discussion sur Gaza et sur le fait que nous, en tant que peuple américain, avons le droit de nous opposer. Nous avons le droit de nous opposer au bombardement de petits-enfants. Et ma position sur cette question est la suivante. Je ne m'excuse pas d'avoir défendu ces choses, parce que ces choses viennent de Dieu. Elle pleure, elle est blessée, et elle ne peut pas comprendre pourquoi elle a été expulsée. Elle a été expulsée pour un mensonge éhonté. Mais elle pense, ou fait semblant de penser, mais je soupçonne qu'elle pense qu'elle a été renvoyée parce que Donald Trump a parlé d'elle et a fait pression sur sa direction et qu'ils ont eu peur de lui. Et c'est pourquoi elle a été licenciée. On me demande souvent dans les commentaires pourquoi personne n'est jamais renvoyé ou emprisonné. Messieurs, pour emprisonner quelqu'un, en Amérique, pour juger quelqu'un, il faut du temps et des efforts pour prouver la culpabilité. En plus, les tribunaux sont surchargés et même lorsque tu as rassemblé des preuves, cela prend quand même du temps. Mais croyez-moi, partout, à presque tous les niveaux du pays, il se produit, sans doute de façon invisible pour vous, mais des changements importants. Et les affaires,
qui d'habitude se préparent pendant des mois, voire des années, parfois se préparent, sinon pendant des années, alors elles sont préparées beaucoup plus rapidement. Mais ils font bien de ne pas se précipiter nulle part. Mieux vaut être sûr, car sans les preuves et le matériel, devant le tribunal, le juge dira « Tu m'as apporté tout ça ». C'est bien quand on se prépare, alors c'est facile au combat, ou comme on dit, difficile à l'entraînement, facile, difficile à l'entraînement, facile au combat. Le général Jack Keane, avec qui je vous ai déjà présenté, c'est le directeur de l'Institut d'études de la guerre. Il était dans l'émission de Marie, avec qui je vous ai aussi déjà présenté. Donc, elle a une émission qui s'appelle Matin Dian. Elle a hier matinée avec Marie. C'est la deuxième chaîne, donc, et la deuxième chaîne. Alors, qu'a fait Poutine à la suite de la conversation téléphonique ? Il a de nouveau rejeté le cessez-le-feu temporaire. Mais pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi rejette-t-il ce cessez-le-feu? Il fait cela, Maria, parce qu'il comprend parfaitement que s'il accepte le cessez-le-feu, cela arrêtera les tueries. Et alors, la pression sur l'administration pour faire de grandes concessions envers lui disparaîtra. Et il veut des concessions maximales qui rendront l'Ukraine tellement vulnérable qu'au final, il pourra la prendre sous son contrôle. Il n'a jamais renoncé à cet objectif. De plus, il sait aussi que le président est impatient. C'est pourquoi il fait traîner ses négociations et ne fait aucune concession lors des précédentes discussions. Et je ne m'attends pas à ce que cela change à l'avenir. Et ensuite, il parle évidemment avec le président parce qu'il veut éviter les sanctions et sa tentative de convaincre le président qu'il est aussi intéressé par la paix que le président lui-même. Certes, ces actes ne le prouvent pas. Il essaie également de convaincre le président qu'il souhaite normaliser les relations avec la Russie, ce qui apporterait un avantage économique significatif aux deux pays. C'est vraiment le cas. Mais il est assez difficile de normaliser les relations avec un criminel qui commet régulièrement un génocide, essaie de s'emparer d'un État souverain et menace en même temps d'autres pays d'Europe. Le général Keane évalue la situation de manière lucide. Il n'est pas diplomate et il n'a pas à se soucier de la façon dont ses paroles influenceront le déroulement des négociations ou des événements. Il peut appeler les choses par les choses par leur nom. Alors, où en sommes-nous? Maintenant, je pense que nous sommes là où nous sommes. Et refus du cessez-le-feu, encore plus de négociations, encore plus de prolongation de la situation. Que devons-nous faire, à votre avis? Je suis tout à fait d'accord. Mais bien sûr, la situation est plus complexe qu'on ne peut l'expliquer en 5 minutes. Certaines choses, Poutine ne pourrait de toute façon pas les faire, même s'il le voulait. Eh bien, je vais dévorer les miens. En gros, tant qu'un bâton de taille impressionnante ne sera pas brandi, la Russie n'arrêtera pas la guerre. Poutine s'en fiche complètement. Il veut exploiter ce sentiment et cette émotion que ressent le président en intensifiant les fusions de sang et la pression sur nous. Oui, je veux dire, le président Trump dit que chaque semaine, 5000 soldats meurent et 5000 personnes. Donc, le président agit ici avec beaucoup de prudence. Il utilise ses leviers économiques pour obtenir des changements, n'est-ce pas? Il dit bien, je ne vais pas imposer de sanctions contre la Russie pour l'instant, parce que je sais qu'au final, ils voudront conclure un accord commercial. C'est-à-dire qu'il parle de la possibilité d'un accord de paix et, peut-être, d'un accord commercial à l'avenir. C'est pareil avec la Chine, non? Ils essaient d'adopter une attitude amicale, de jouer selon les règles, en accordant une pause de 90 jours avant d'imposer des tarifs plus élevés, tout en observant les actions de la Chine. Mais pendant tout ce temps, la Chine est impliquée, et nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. La Chine soutient la guerre de la Russie. La Chine soutient encore et encore les mauvais garçons. Donc, du point de vue du président Trump, quelle est la bonne approche dans l'utilisation de ces leviers économiques? C'est l'une des principales questions de la guerre en Ukraine. Comment amener la Chine à renoncer à son soutien à la Russie? Comment amener la Chine à renoncer à son soutien à Poutine et à sa guerre?
La Chine y trouve son intérêt, que ce ne soit pas elle qui mène des guerres destructrices. La Chine utilise la Russie comme un chien de garde, comme un paratonnerre. Je pense que le moment est venu. L'article d'hier était absolument juste. Mettons enfin en place ces sanctions et punissons les pays qui aident la Russie. Il faut frapper l'industrie pétrolière, gazière et de l'uranium russe. Cela aura aussi un impact sur la Chine et la mettra sous pression vu ses problèmes économiques actuels. Comme il a été dit dans cet éditorial, Jay, cela obligera probablement la Chine à exercer une pression sur la Russie pour arrêter tout cela. En raison de l'influence que cela aura, je ne sais pas si cela arrivera, mais je sais avec certitude qu'il est temps d'utiliser ces leviers économiques contre la Russie. Je comprends que cela affecte les relations, et cela inquiète le président. Mais nous sommes dans une impasse ici. Nous n'obtenons aucun progrès. Et Poutine augmente le nombre de meurtres parce qu'il pense qu'il pourra ainsi obtenir des concessions de l'administration, car l'administration veut arrêter l'effusion de sang. Oui, et c'est notre levier de pression. Donald Trump veut arrêter la guerre. Eh bien, pour atteindre cela. Pour obtenir de meilleures téléconditions, Vladimir Poutine intensifie donc les tueries, y compris contre son propre peuple. Quelle bonne méthode. Oui, frappe les tiens pour que les autres aient peur. Et en envoyant au front des soldats non entraînés, il a obtenu le nombre maximal de morts au front. Il a atteint le maximum. La grande chose qu'il a réussi, c'est que son succès a été plus élevé. Beaucoup de Russes sont tués en ce moment. Exprimant des doutes sur d'éventuelles négociations nucléaires avec les États-Unis, il a déclaré « Je ne pense pas que des négociations nucléaires avec les États-Unis apporteront des résultats. Je ne sais pas. » Il est rapporté que l'Iran a examiné la proposition d'organiser un 5e cycle de négociations de paix. L'envoyé spécial, Steve Witkoff, déclare que tout accord entre les États-Unis et l'Iran doit inclure un engagement à ne pas enrichir l'uranium, qualifiant cela, je cite, de ligne rouge très claire. C'est la position du président Trump. Aucune arme nucléaire ne doit exister. Le ministre des Affaires étrangères iranien a rejeté les menaces de l'administration sur l'enrichissement nucléaire. Il a écrit dans « Si les États-Unis sont intéressés à ce que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, un accord est possible et nous sommes prêts à un dialogue sérieux. Cependant, l'enrichissement en Iran se poursuivra avec ou sans accord. Général, quel est votre avis ?» Oui, eh bien, nous avons tous les deux des lignes rouges qui semblent infranchissables. L'Iran adore ces négociations. Ils essaient de les prolonger à leur avantage et je pense que ce qu'ils comprennent, c'est que de sérieuses sanctions arrivent et, très probablement, une frappe aérienne. Israël a détruit leur système de défense aérienne, mais l'Iran essaie désespérément de rétablir au moins quelques capacités de défense anti-aérienne, comprenant parfaitement qu'une frappe aérienne suivra très probablement à la fin. Voilà quelle est leur situation. Et pour notre public, en ce qui concerne cet accord sur l'enrichissement, en réalité, si l'Iran a la capacité d'enrichir de l'uranium à n'importe quel niveau, cela signifie qu'il dispose de centrifugeuses et des installations nécessaires, alors ils peuvent le faire dans un site secret, hors de la vue des inspecteurs, et obtenir de l'uranium de qualité militaire en quelques semaines seulement. C'est pourquoi notre équipe de négociation a adopté ici une position aussi ferme. Niveau d'enrichissement quelconque sous la direction actuelle de l'Iran équivaut à une arme nucléaire. Il est évident que d'autres pays, au nombre de 23, qui développent l'énergie nucléaire civile et construisent des centrales nucléaires, procèdent à un enrichissement de faible niveau. Ils ne cherchent pas à fabriquer des armes, mais l'Iran, oui, nous savons qu'ils veulent obtenir des armes, c'est indéniable. Nous avons des preuves qu'ils mentent sans scrupule. Donc, l'équipe de négociation agit tout à fait correctement en traçant une ligne rouge. Il faut le faire, sinon ils obtiendront secrètement des armes si nous laissons cela se produire. Nous connaissons les faits, ce sont des trompeurs et des menteurs. Bien sûr, voilà la paix. La présidente Trump assume tout cela. Incroyable, général. Ravi de vous voir ce matin, merci. Je vous montre cela pour que vous compreniez qu'aux États-Unis, personne ne regarde la Russie, la Chine et l'Iran à travers des lunettes roses.
Nous comprenons qu'ils jouent à des jeux, espérant tirer profit, tromper, ruser, empêcher. Et dans le bureau, comme on dit, soit l'âne mourra, soit l'empereur mourra, je ne sais pas. Nous ne voulons tout simplement pas emprunter la voie de la confrontation militaire, même par les mains de l'Ukraine et d'Israël. Passer à ce niveau annulera complètement tout ce que nous essayons de construire dans nos relations avec la Chine. 90 jours, c'est à présent une pause pour communiquer avec eux. Dans les négociations avec l'Arabie, la résolution du problème de Gaza et des Palestiniens pour la signature des accords d'Abraham, établissement de relations avec l'Asie du Sud-Est face à la Chine et avec les sunnites face à l'Iran. Non, Vladimir Poutine ne pourra pas nous surpasser avec ses retards et ses manœuvres. Il pense que le temps joue en sa faveur. Attendons 90 jours, mesdames et messieurs, et la fin des négociations avec la Chine, ainsi que la fin des négociations avec le groupe de pays sur les accords d'Abraham. Les Israéliens, pendant ce temps, auraient déjà déplacé, selon les rumeurs, plus de 80 000 habitants de Gaza. La Libye les attend, là-bas il manque de main-d'œuvre et notre aide économique y est très nécessaire. C'est pourquoi le conte se raconte vite, mais l'affaire ne se fait pas si rapidement. Je pense qu'à la fin du mois d'août, nous aurons, vous et moi, une autre vision du monde. Après cela, il nous faudra approuver, entre la fin août et le début novembre, le budget global et le projet de loi que Donald Trump a soumis au Congrès et au Sénat. Et en quelque sorte, comprendre, tracer la voie pour que nous puissions résoudre nos problèmes internes avec une force redoublée. Ainsi, œuvrons à la refonte et à la reconstruction du monde. En considérant le bon sens, l'individualisme, le libre marché et les droits de chacun à la vie, à la propriété et à la poursuite du bonheur. Comment lui, elle voit-il ce bonheur ? Autrement dit, il s'agit d'une tentative de créer un monde aussi proche que possible d'un monde dans lequel les gens ne feraient pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. Est-ce possible ? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas des anges, bien sûr, mais peut-être que nous pourrons nous rapprocher de cet idéal. Alors, pour le dessert, à gauche, gauche, gauche et encore un peu plus à gauche. Fareed Zakaria. Il a travaillé de nombreuses années à CNN, avait sa propre émission. Il est logique, pas stupide, mais légèrement partial. Eh bien, un peu, oui, mais écoutez ce qu'il dit maintenant sur les actions de Trump. L'instinct du président Trump à détruire les fondements et sa tendance à agir de façon impulsive ont conduit au chaos, à la résistance et à des changements brusques. Mais cette semaine, Trump nous a rappelé que parfois, sa volonté de prendre des risques et de penser différemment peut bousculer les ordres établis. En Arabie Saoudite, il a surpris tout le monde en rencontrant le nouveau dirigeant de la Syrie, un ancien djihadiste, et en annonçant la levée de toutes les sanctions américaines contre ce pays. Il a aussi suggéré à maintes reprises que son administration était disposée à signer un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Si cela se produit, il pourra apporter un nouveau niveau de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Le nouvel intérêt de Donald Trump pour un accord avec l'Iran paraît ironique, presque absurde. Après tout, c'est lui qui a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire initial avec l'Iran. Bien que la plupart des observateurs sérieux, y compris les agences de renseignement américaines, estimaient que l'Iran respectait les conditions de l'accord. C'est un autre exemple de la façon dont Donald Trump crée un problème, puis change de position, et ensuite annonce fièrement au monde entier qu'il a brillamment résolu la situation. Mais quoi qu'il en soit, il s'est passé des événements dans le passé qui pourraient aujourd'hui permettre de conclure un accord plus avantageux qu'auparavant. Les deux changements clés qui sont ici les plus importants sont la faiblesse de l'Iran et la puissance de l'Arabie saoudite. L'Iran se trouve dans la pire situation depuis toute une génération. Des décennies de gestion économique chroniquement inefficace, aggravées par les sanctions, une corruption à grande échelle et une dictature brutale ont provoqué un profond mécontentement de la population envers le régime islamique.
À cela se sont ajoutées les frappes israéliennes remarquablement réussies contre le Hezbollah et contre les propres systèmes de défense aérienne de l'Iran l'année dernière. Et aussi le fait que le plus proche allié arabe de Téhéran, le gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie, ainsi que les principales forces d'opposition contre lesquelles les milices soutenues par l'Iran ont combattu pendant de nombreuses années, sont devenus le nouveau gouvernement. Tout cela ensemble a conduit à ce que l'Iran se retrouve dans la position la plus faible depuis l'invasion de la jeune République islamique par Saddam Hussein en 1980. Deuxièmement, l'Arabie saoudite gagne en puissance et sa politique étrangère a connu des changements significatifs au cours des dernières années. Elle a conclu une trêve avec les Houthis, amélioré ses relations avec le Qatar et établi des liens plus étroits avec des pays comme le Liban et l'Irak. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a compris que, pour réaliser son principal rêve de moderniser l'Arabie saoudite, il avait besoin de stabilité dans la région. Le signe le plus frappant de cela a été le rapprochement croissant entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les représentants des deux pays se rencontrent avec une certaine régularité. Les responsables saoudiens soutiennent désormais ouvertement un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. L'obstacle à cet accord, comme auparavant, reste Bibi Netanyahou. Mais de plus en plus, son entêtement ne trouve de soutien ni en Arabie saoudite, ni auprès des autres États du Golfe Persique. Pourquoi ? Peut-être qu'ils craignent moins l'Iran à cause de sa position affaiblie. Peut-être que la guerre féroce de Netanyahou à Gaza a rendu difficile pour eux de soutenir ces initiatives, ou peut-être parce qu'ils comprennent. Un tel accord est en réalité le meilleur moyen de contenir la menace de prolifération nucléaire dans la région. En outre, l'un des compromis discutés, la création d'un consortium régional pour l'enrichissement de l'uranium, pourrait devenir un modèle utile qui ouvrirait la voie à la réalisation des propres plans de l'Arabie saoudite pour le développement d'un programme nucléaire civil. Le problème pour Donald Trump est que son administration est divisée sur cette question en deux camps, les réalistes et les néoconservateurs. Donald Trump et Steve Witkoff, le négociateur en chef, semblent appartenir au premier camp. De l'autre côté, il y a divers opposants farouches à l'Iran, dont le plus notable est Marco Rubio, ainsi qu'un groupe entier de républicains au Congrès. Les deux camps apparemment continuent de se battre, ce qui explique pourquoi l'administration change de ton et d'accent tous les quelques jours. Le principal adversaire de l'Iran est bien sûr Bibi Netanyahou, qui avertit que l'Iran obtiendra bientôt la bombe nucléaire si on ne l'arrête pas. Cependant, il faut se rappeler que Netanyahou prédit que l'Iran est à quelques mois d'obtenir la bombe nucléaire depuis au moins 13 ans déjà. Il a écrit un livre affirmant que l'Iran avançait inexorablement vers la création de la bombe nucléaire. Déjà en 1995, il affirmait que l'Iran était une secte messianique apocalyptique et que par conséquent, les négociations avec eux étaient inutiles. La réalité plus prosaïque est que l'Iran est dirigé par une poignée de mollahs cruels et de généraux corrompus qui consacrent leurs efforts à accumuler des richesses dans ce monde et non à se préparer pour l'au-delà. Ils ont jugé plus avantageux de rester à quelques mois de la possession de l'arme nucléaire plutôt que de franchir cette limite. Ils ont besoin d'une levée des sanctions, pas d'un affrontement apocalyptique. Avec de telles personnes, on peut conclure un accord, non pas pour devenir amis, mais pour servir des intérêts communs, réduire le risque d'une course aux armements nucléaires et apporter la stabilité au Moyen-Orient, qui a été meurtri par des générations de guerre et de terrorisme. Donald Trump se trouve dans une position unique pour surmonter les objections de Netanyahou, franchir les habituelles oppositions de Washington et saisir cette opportunité. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir écouté. Et encore merci d'avoir fait de ma chaîne une chaîne de quart de million. Au revoir.